Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette journée interdisciplinaire intitulée Modélisation, Simulation et Création, organisée par, entre autres, l'AVEX Arras-2H et l'IDEFI Créatique, avec le soutien du l'AVEX du passé dans le présent, et d'autres partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais parce que notamment indiquer le laboratoire de la vue qui représente ici par Omega, qui présentera en début de matinée quelque chose sur les systèmes d'information géographique. Mais avant d'entrer dans le déroulé des présentations, je vais laisser la parole à Alain Berthaud, directeur de la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, pour une introduction en lien, je crois, avec les humanités numériques. Bien, merci et merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'espère que la prochaine fois, je pourrai retourner l'invitation et faire que ce type d'initiative, du moment de réflexion collective, trouve toute sa place dans cette Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord qui vient enfin de s'installer dans ces nouveaux locaux après des années de difficultés diverses et qui a... En tout cas, mon souhait est un souhait qui est partagé par le Conseil scientifique et tous les animateurs de la Maison des sciences de l'homme, qui a comme vocation d'être un lieu de notamment, mais prioritairement, un lieu de croisement interdisciplinaire, interinstitutionnel, sur ces questions numériques, puisqu'on va pouvoir... Le LAVEX Arras-2H est attendu, ces locaux sont prêts. Créatique est attendu, c'est pas toujours simple, mais ça va se faire. Donc il y aura y compris une proximité géographique avec un autre LAVEX, l'AVEX de Paris 13, fait par Paris 13 que l'AVEX ICA, mais aussi avec Cap Digital, avec Educalab qui est porté par le conseiller régional d'Île-de-France et qui va s'installer là. Donc nous allons avoir de multiples dimensions de réflexion et de travail, de recherche et de recherche opérationnelle, sur les questions numériques dans cette maison, dans un environnement et sur un territoire qui, vous le savez sûrement, est un des territoires où il y a la plus forte densité d'entreprises de numérique et de l'image en France. Et ça se voit du 4e étage où on s'installe Créatif, on voit des blocs sans fenêtre. Quand on s'approche, font un peu de bruit, on appelle des data centers. Donc, on est en situation, et j'espère qu'on sera plus qu'en situation et qu'on sera en prise sur cette situation, grâce notamment à Arras-2H et à Créatif. Alors, moi, je voulais juste peut-être vous faire partager 2-3 réflexions. Je suis anthropologue, je ne suis pas du tout, je viens pas du tout de la recherche numérique. Je suis un bricoleur dans ce domaine-là, mais en même temps, comme anthropologue, j'ai un petit regard sur les mutations qui sont aujourd'hui à l'œuvre. C'est sûr qu'on a dans l'espace académique qui est le nôtre, on a un choc. Plus que générationnel, on a un choc d'époque, je trouve, entre les gens comme ceux qui sont ici, qui savent un petit peu quels sont les enjeux de la question, mais surtout entre des efforts considérables aujourd'hui qui sont faits par dans les moyens budgétaires restreints qu'on a, mais qui sont faits par le ministère ou par le CNRS pour permettre d'adosser les humanités numériques à des infrastructures de recherche qui soient à la hauteur de l'enjeu. Je pense notamment à la mise en place du MANUM
depuis plusieurs années. Il y a mis en place des consortiums Corpus sur la numérisation des archives de la recherche, qui est une obligation, parce qu'il faut aujourd'hui un peu purger le passé et mettre tout le monde à niveau de ce point de vue-là, avec la mise en place récente d'ARIA, dont vous avez peut-être entendu parler, avec une infrastructure européenne, mais portée essentiellement d'abord par la France, par Jacques Dulux. Le lancement a eu lieu il y a quelques semaines. Donc on a des outils, mais on a globalement, et vous le savez bien, un espace académique qui ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il sait que il faut dire que le numérique c'est important, mais à part gérer son disque dur et apprendre à bien utiliser Excel et encore, ou opération extrêmement délicate, déposer ses articles sur ALSHS, il y a une réticence qui est due à une méconnaissance et à un manque d'habitude. Donc il y a véritablement un gap dans lequel risque de s'installer l'idée que le numérique et que les humanités numériques, c'est juste une nouvelle dimension instrumentale qui est ajoutée à notre panel, à notre répertoire de travail. On aurait un instrument supplémentaire qui est le numérique. Ceux qui travaillent et qui se confrontent à la gestion, au stockage et au stockage numérique ou à la communication numérique dans leur recherche et qui l'intègrent aujourd'hui dans des réflexions qui sont des réflexions au-delà même de la méthodologie, qui sont des réflexions épistémologiques, savent pertinemment qu'il ne s'agit pas simplement d'un instrument, mais qu'il s'agit à proprement parler d'un outil au sens où le roi Gourand nous a appris il y a longtemps que c'est avec l'outil qu'est née la pensée. Et avec l'outil matériel est née la pensée, avec le passage à l'écriture on a passé à un autre seuil. L'anthropologue que je suis se permet de vous faire remarquer, mais ce n'est pas tout à fait original, que nous sommes peut-être en train de passer à un troisième seuil. C'est-à-dire que la question de la numérisation générale des savoirs et des informations, du stockage des informations et de leur circulation permet aujourd'hui à l'humanité de penser son savoir collectif de façon complètement nouvelle. Dieu sait que, comme anthropologue et comme ethnologue, c'est ce que j'apprends et ce que je répète à mes étudiants régulièrement, Dieu sait que le savoir sur la société est toujours partiel, est toujours le fruit d'une difficulté auquel elle est face affrontée, qui est l'enquête, et la longueur, le caractère parfois décevant même, mais on arrive à sortir un certain nombre de connaissances. Ces connaissances-là, leurs difficultés à les faire émerger restent les mêmes, sauf que maintenant, elles peuvent être mises dans un pot commun, à certaines conditions bien sûr, dans un pot commun de l'humanité, qui fait que elles, et elles seules ou elles en liaison avec d'autres, vont pouvoir être complètement retravaillées et repensées et réexaminées à des échelles encore jamais connues aujourd'hui. Juste sur une question qui m'intéresse plus particulièrement, qui est la question des archives de la recherche, des archives numériques de la recherche, on est obligé de penser complètement autrement la question de l'archive aujourd'hui, parce que j'ai été aussi historien, pour des historiens, pour des archivistes, il y a une archive physique, il y a une indexation, un fichier, et il faut se connaître le fichier pour accéder à l'archive physique. Avec la numérisation des archives de la recherche aujourd'hui, il y a un stockage, c'est une chose, mais des indexations et des catalogages, il y en a autant que de personnes qui mettent leur nez dedans et qui font partager la façon dont ils ont mis leur nez dedans. C'est-à-dire qu'il y a une démultiplication des possibilités d'éditorialisation du savoir, ce qui fait que ce savoir, il est à la fois considérable et en expansion par les usages qu'on en a. On est donc forcément dans une autre façon de penser, une autre façon. La question du savoir est aussi importante que celle du savoir. Comment accéder à des choses
c'est vrai qu'il y a une question de génération et que les plus jeunes sont parfois plus à l'aise avec ça. Alors, juste, je voulais insister là-dessus en disant que peut-être il faut qu'on voit dans ces grands tournants de l'humanité, il y a toujours des enjeux éthiques, épistémologiques et éthiques. Cette accumulation, ce general intellect enfin réalisé, cette utilisation généralisée du savoir mondial est aujourd'hui utilisée d'une façon tout à fait comment dire, impressionnante et simplement sur des modes de calcul. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ça notamment qui permet que la spéculation financière, par exemple, dans le monde, soit en grande partie automatisée. Les vrais méchants de la spéculation financière mondialisée se situent parfois tout simplement dans des algorithmes qui fonctionnent tout seuls, peut-être parmi ces cubes en béton sans fenêtre que nous voyons du 4e étage de la MSH, c'est-à-dire que le data center, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais il y a une capacité à transformer ce savoir en calcul de probabilité, voire en fichage, qui le fige, qui le stabilise, et qui fait que l'humanité, pour une grande part, le subit sans pouvoir y intervenir. C'est parfois des algorithmes qui sont les meilleurs bourreaux des Grecs, par exemple. Donc la question est de savoir si on se laisse enfermer dans le calcul de probabilité ou si dans ces possibilités considérables que nous avons aujourd'hui de gérer le savoir de l'humanité, de communiquer et de l'échanger, nous continuons à faire travailler ce qui est le propre de l'esprit humain, qui n'est pas la reproduction de ce qu'on faisait avant ou la reproduction de gestes ou d'algorithmes mentaux, mais l'imagination. Comment profiter de cette occasion pour faire travailler plus que jamais l'imagination et montrer comment, à travers cette accumulation de savoir, des possibles sont possibles, qu'on peut même les tester, qu'on peut les simuler, et que donc la question de la modélisation de nos imaginaires est peut-être une question aujourd'hui essentielle, mais qui nous oblige forcément à penser, je terminerai là-dessus avant de vous citer quelqu'un que j'aime bien, à penser l'interdisciplinarité d'une façon complètement, beaucoup plus ouverte que celle à laquelle on pense d'habitude. Quand on pense interdisciplinarité, quand on pense généralement interdisciplinarité dans les SHS notamment depuis des années, c'est il y a des anthropologues et des sociologues qui travaillent ensemble. Voire des gens de sciences de l'éducation. Là, on voit bien, moi je vois travailler Créatif depuis déjà quelques temps, on voit bien que cette interdisciplinarité explose. C'est-à-dire que les limites entre sciences sociales et sciences humaines et sciences inhumaines sont en train de sauter complètement, que tout le monde s'humanise et tout le monde se numérise. Et donc, ça m'amène, moi, éventuellement, à imaginer le changement de nom de la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Parce que je trouve que Maison des sciences de l'homme, d'abord, il faudra que ça soit des sciences humaines, parce que de l'homme, c'est un peu limitatif. Mais il n'y a pas que la science, il y a aussi les arts. Voilà. Je vais proposer à mes collègues peut-être d'introduire cette identification de l'art, voire de l'art digital, dans la dénomination de la Maison des sciences de l'homme, enfin localisée, qui vous accueillera à partir de mardi pour un salon de la numérisation. Il faut, pour peut-être mettre mon propos sous une autorité incontestable, je vous rappelle cette phrase que vous connaissez peut-être: l'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que l'imagination embrasse l'humanité. C'est Albert Einstein. Merci. Alors, cette journée dira si l'imagination aura été à l'œuvre. Je ne vais pas saisir la question de l'imagination tout de suite pour faire le lien avec la suite. Je vais plutôt saisir la question de l'épistémologie, ou plutôt plus épistémologique de l'outil, puisque nos 3 premières présentations de la matinée
vont être des propositions, si j'ai bien compris, plutôt théoriques en quelque sorte, nous permettant sans doute d'interroger la question de la dimension épistémologique de l'outil numérique ou de certains outils qui ont pu être utilisés dans des recherches. Nos trois premiers intervenants donc, sont présents là à cette table. Je pense que vous présenterez vous-même au moment de vos présentations. Nous allons commencer avec Anne-Olga Rodionov, du laboratoire à la vue, sur la question des systèmes d'information géographique, si j'ai bien compris.